Une tasse de thé brisée. Un invité disparu. Et un secret que personne n'ose dévoiler. Bienvenue dans Détective Éternel, je suis votre hôte Aloï. Continuons à agrandir ce cercle partagé, l'endroit d'où vous nous regardez. Vos commentaires illuminent cette chaîne, laissez les vôtres ci-dessous. Maintenant, plongeons-nous dans le mystère. C'est par un de ces paisibles après-midi de fin d'été, où les haies étaient couvertes de sureau et où l'air exhalait ses derniers parfums de rose, que Miss Marple arriva à Fernley Hall. C'était le thé de charité annuel de Fernley, un rassemblement distingué de dames aux gants de dentelle, d'hommes vêtus de tweed et d'un quatuor à cordes empruntées à la Armut Music Society. Sous un chapiteau ivoire drapé de guirlandes, les sandwichs aux concombres disparaissaient avec une efficacité discrète et le parfum des scones se mêlait à celui des dahlias ondulant dans la brise. Fernley Hall s'élevait depuis plus d'un siècle sur une colline juste au-delà du village de Monkswell-St. Marie, ses tourelles de pierre grise et ses longues pelouses majestueuses lui donnant l'apparence d'un lieu à la fois admiré et détesté. Il appartenait au colonel Geoffrey Eastwick et à son épouse, Lavinia, un couple dont le sens du devoir civique était à peine plus profond que leur sentiment de supériorité sociale. Malgré tout, ils organisaient le thé annuel avec une précision d'horlogerie, et leurs invités, bien que rares soient ceux qui appréciaient véritablement les Eastwick, étaient toujours présents. Miss Marple, vêtue de gris tourterelle et assise au bout d'une longue table sous le chapiteau, accepta sa troisième tasse de Darjeeling d'un gracieux signe de tête. Elle avait observé, comme toujours, la paisible chorégraphie de la vie villageoise. Madame Trelfall, l'épouse du pasteur, évitait soigneusement la chanteuse d'opéra à la retraite, Miss Catriona Val. La jeune Miss Emily Ridley riait trop fort à chaque remarque de Michael Brent, l'employé de banque aux idées supérieures à son rang. Et de l'autre côté de la rue, le docteur Partridge semblait avoir développé une fixation inhabituelle sur le plateau de tranches de Batambert. Mais au milieu de toutes ces conversations distinguées, de ces couverts polis et de ces compliments murmurés sur la gelée de Coin-Maison, un courant subtil se dégageait, comme une fissure dans un émail de porcelaine. Une tension. Elle crépitait doucement dans l'air, perceptible seulement pour ceux qui savaient la repérer. Miss Marple, elle, remarqua la vive véhémence avec laquelle Lavinia Eastwick avait parlé à son mari lorsqu'il avait renversé une goutte de thé sur sa manchette. Elle remarqua le léger tremblement de la jeune servante, Hélène, en servant son gâteau à l'orphan Chao. Et, plus curieux encore, elle remarqua qu'une des tasses à thé en porcelaine blanche, ornée d'un délicat motif bleu d'oubli, avait été discrètement échangée lors du second service. Personne d'autre ne sembla s'en apercevoir. Mais Miss Marple, tricotant à la main, laissa reposer ses aiguilles un instant. L'atmosphère se brisa brusquement lorsqu'un cri déchira l'air. Un son aigu et terrible qui fit taire les rires et fit fuir une volée de pigeons paniqués du pigeonnier. Il provenait du salon. Les gens se précipitèrent comme des moutons curieux. Le colonel Eastwick, le visage rouge d'inquiétude, fonça devant. Miss Marple suivit d'un pas plus mesuré, le regard perçant et l'expression indéchiffrable. Ils trouvèrent Lavinia Eastwick affalée près de la table du salon, la main toujours posée près d'une tasse à moitié pleine. Sa peau avait pris une teinte grisâtre marbrée, et son corps était affaissé d'une manière qui ne laissait aucun doute ni mélodrame, ni excès, juste le calme glacial de la mort. Quelqu'un haletant. Quelqu'un d'autre se mit à plairer. Le docteur Partridge, désormais mortellement sérieux, intervint pour vérifier son pouls. Il n'en trouva aucun. « Elle est morte » annonça-t-il d'un ton sombre. « Du poison, probablement. » Alors que la panique montait parmi les invités, Miss Marple resta immobile près du seuil, son regard dérivant non pas vers le corps, mais vers le service à thé à côté. La tasse en porcelaine restait droite, avec une légère trace de rouge à lèvres sur le bord et un bord de crème tourbillonnant encore dans le fond. C'était le même motif que celui qu'elle avait remarqué lors de l'échange. Mais pas la même tasse, pensa-t-elle. Elle tourna légèrement la tête et vit Hélène, la femme de chambre,
immobile près du buffet, le visage blanc comme de la crème caillée. La jeune fille regarda le corps, puis la tasse, puis brièvement la porte. Et Miss Marple, ses mains gantées de dentelle serrant toujours délicatement son tricot, prit une note mentale. Non pas nécessairement de culpabilité, mais de peur. La soirée serait longue, pensa-t-elle avec une profonde tristesse. Car là où il y a du poison, il y a de la planification. Et là où il y a de la planification, il y a un but. Et dans un endroit aussi petit et propice au commérage que Monkswell-Saint Marie, le but n'était jamais loin de la vengeance. Tandis que les villageois murmuraient et que la police était appelée, Miss Marple ressortit discrètement, clignant des yeux dans la lumière dorée. Elle resterait, bien sûr, pour aider. Il serait très malvenu de ne pas le faire. De plus, elle était déjà à mi-chemin de la vérité. Lorsque l'inspecteur Doyle arriva de la police régionale de Mush-Illingsbrook, le chapiteau avait été vidé de ses invités, les ustensiles de thé empilés à la hâte par des mains tremblantes, et le salon bouclé par l'autorité improvisée d'une canne à embout de laiton posée en travers de la porte. Les invités avaient reçu l'ordre de rester dans le jardin pour être interrogés, ce qui créa un demi-cercle tendu de villageois inquiets, serrant leurs manteaux et chuchotant entre eux sous le soleil déclinant de fin d'après-midi. Quelqu'un avait trouvé un plaid écossais pour Madame Cromwell, qui semblait au bord de l'évanouissement malgré son absence de lien avec la défunte. L'inspecteur Doyle était un homme trapu aux sourcils blonds et à l'allure d'un homme perpétuellement méfiant envers la confiture. Il écouta sans commentaire le docteur Partridge décrire les circonstances du malaise de Madame Eastwick. Le poison était son premier agent à action rapide, probablement introduit dans son thé. Lavinia se serait plainte d'un arrière-goût amer quelques instants avant de s'affaisser. Miss Marple, assise sur un banc en fer forgé près de la haie, écoutait tout cela avec une attention polie. Elle se remettait à tricoter, comme si cela calmait ses pensées. Le léger cliquetis de ses aiguilles cadrait avec les murmures étouffés des autres. Miss Marple, n'est-ce pas? L'inspecteur Doyle finit par se tourner vers elle, les yeux plissés par une prudence polie. Étiez-vous parmi les invités cet après-midi? J'y étais, répondit-elle avec un léger hochement de tête. Une réunion plutôt agréable, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Avez-vous observé quelque chose d'inhabituel? Seulement les choses habituelles que l'on observe quand on essaie de cacher ses pensées. Il lui lança un regard mi-sceptique, mi-intrigué, mais n'en dit pas plus. Il retourna à son carnet. Dans le salon, le corps avait été respectueusement recouvert d'un châle monogrammé apporté par la gouvernante. La tasse de thé était restée sur un plateau près du fauteuil de Lavinia Eastwick. Elle n'avait pas été déplacée. L'inspecteur Doyle s'en était assuré. Le docteur Partridge pense qu'elle a pu être introduite dans le thé, dit Doyle à l'agent Merton, qui rôdait près de la porte. Dites-leur de ne pas débarrasser la table. Chaque pot, cuillère et tasse est une preuve potentielle. Miss Marple, qui était entrée discrètement une fois l'agitation officielle retombée, se tenait maintenant près de la fenêtre, son regard dérivant non pas vers le corps couvert, mais vers le buffet où le service à thé de réserve était empilé. 6 tasses, en porcelaine blanche, décorée d'un motif d'oubli. Mais quelque chose dans la disposition la frappa. Elle s'approcha. « Inspecteur, dit-elle doucement, puis-je faire une petite observation ?» Doyle, qui scrutait un sucrier à moitié utilisé, se redressa en grognant. « Ces tasses, dit Miss Marple d'un geste. Il devrait y en avoir 5. Pas 6. Il cligna des yeux. « Que voulez-vous dire? Je les ai comptés tout à l'heure, quand Hélène, la femme de chambre, apporta le deuxième plateau de la cuisine. 5 tasses à thé. L'une d'elles avait été échangée à table. Vous en êtes sûr? Silence. L'inspecteur jeta un coup d'œil aux tasses, puis à elle. Et vous n'en avez pas parlé plus tôt? Je n'avais pas encore fait le lien avec la malencontreuse chute de Madame Eastwick. Mais le motif est très précis. Vous voyez la légère tache dans la ligne florale, bleue sur celle-ci? Elle désigna la tasse la plus éloignée des autres. C'était celle que j'avais. Je m'en souviens distinctement,
car elle me rappelle un service à thé que ma tante avait acheté chez Harrods en 1911. De fabrication britannique, mais d'après un modèle français, très à la mode à l'époque. Doyle eut un petit rire, le genre qui indiquait qu'il ne s'attendait pas à parler de porcelaine française. Vous croyez donc qu'une des tasses a été ajoutée plus tard, ou apportée séparément, dit Miss Marple, échangée avec une autre au bon moment. Une manœuvre plutôt risquée, mais efficace si l'on sait précisément où la tasse empoisonnée finira. Doyle la fixa, puis les tasses. Cela suggère une planification minutieuse. Miss Marple esquissa un léger sourire. Le poison, c'est si fréquent. À cet instant, un léger vacarme dans le couloir attira leur attention. L'agent Merton était revenu, escortant une Hélène pâle et anxieuse. La femme de chambre se tordait les mains comme pour déformer la vérité. Elle dit avoir vu quelque chose, monsieur, proposa l'agent. Parlez, ma fille, ordonna Doyle. Hélène, les yeux écarquillés, regarda non pas l'inspecteur, mais Miss Marple. Il y avait quelque chose dans l'expression calme de la vieille dame qui invitait à la confiance. Je ne pensais pas que ce soit quelque chose sur le moment, commença-t-elle d'une voix ténue. Mais plutôt, avant le thé, j'ai aperçu Miss Val dans le garde-manger. Miss Catriona Val, la contralto à la retraite, était une femme d'un talent considérable. Elle habitait à 2 cottages du cimetière et était connue pour ses entrées théâtrales et ses sorties encore plus théâtrales. Qu'on le trouvait dans le garde-manger en fait sourciller plus d'un. Que faisait-elle là? Demanda Doyle. Elle dit qu'elle cherchait du sucre, mais elle ne semblait pas très pressée de partir. Et elle tenait une des tasses Eastwick. Elle dit qu'elle avait laissé tomber la sienne et qu'elle en voulait une nouvelle. En a-t-elle pris une? Oui, monsieur. Elle posa la sienne sur le buffet et en prit une autre sur l'étagère du fond. Doyle nota cela en fronçant les sourcils. En avez-vous parlé à quelqu'un? Non, monsieur. Je ne pensais pas, je veux dire, je pensais qu'elle avait la permission. Le regard de Miss Marple reste fixe. Avez-vous remarqué quelle tasse elle avait laissée? Hélène cligna des yeux, puis hocha lentement la tête. Oui, madame. Il y avait une petite fissure juste sous le bord. Cette tasse a-t-elle été utilisée pendant le thé? Hélène semblait sur le point de s'évanouir. Non, non, je ne pense pas. Je l'ai nettoyée plus tard et je l'ai posée sur l'étagère. Mais celle qu'elle a prise, elle l'a emportée elle-même? Interrompit Doyle. Oui. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. L'inspecteur se frotta les tempes, le visage assombri. Et Madame Eastwick, a-t-elle reçu son thé de Miss Val? Il y eut un instant de silence. Non, dit doucement Miss Marple. Son thé a été apporté par Hélène. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, où est passée la tasse de Miss Val? Le tricot de Miss Marple était maintenant soigneusement rangé dans son sac. Voilà, inspecteur, la question la plus importante. Dehors, le silence s'était installé dans le jardin. Le soleil était bas à l'horizon, projetant de longues ombres sur la pelouse. À Fernley Hall, ces mêmes ombres semblaient s'étendre dans les couloirs et les salons, traînant derrière elles des secrets murmurés et des trahisons oubliées. Miss Marple, pénétrant discrètement dans le couloir, s'arrêta pour regarder la pièce où la tasse à thé en porcelaine reposait toujours sur son plateau modeste, délicate et mortelle. Des histoires se cachaient dans le vernis, pensa-t-elle. Il suffisait de savoir les déchiffrer. Le lendemain matin, l'aube se leva doucement et calmement sur Monkswell Saint. Marie, le village plongé dans le silence qui suit une tempête inattendue. Ce silence n'était pas né de la paix, mais de la pause des habitants reprenant leur souffle après un coup qui avait légèrement déséquilibré leur monde. La nouvelle de la mort de Lavinia Eastwick avait déjà atteint les recoins du village que les invitations de Fernley Hall touchaient rarement. Chez le primeur, à la poste et devant les grilles de la chapelle, les conversations commençaient à voix basse et se terminaient en spéculation. Du poison, du thé, une tasse en porcelaine. De telles choses, on avait convenu, étaient très continentales. Pas du tout ce à quoi on s'attendait lors d'une réunion de charité au cœur du comté. Au presbytère, le révérend Trelfall priait pour l'âme du défunt, tandis que sa femme,
peu encline à une telle retenue pieuse, échafaudait une douzaine de théories avant le petit déjeuner. À l'épicerie du village, M. Calder se pencha par-dessus le comptoir et dit à Madame Minton qu'il avait toujours trouvé quelque chose d'anormal dans la façon dont Lavinia taillait ses rosiers. Pendant ce temps, Mademoiselle Marple était assise dans son salon de la rue principale, sirotant une tasse de thé tout à fait ordinaire, réfléchissant aux paroles d'Hélène de la veille. Il y avait quelque chose de bizarre dans la présence soudaine de Mademoiselle Val dans le garde-manger. Après tout, ce n'était pas suspect en soi. La femme avait la réputation d'être plutôt majestueusement impuissante, mais, avec l'échange de tasses, cela suggérait plus qu'un simple désagrément. Il y avait du calcul à cet instant, même s'il se cachait derrière le charme et la mousseline. Peu après 21 heures, on frappa à la porte de Miss Marple. C'était l'inspecteur Doyle, plus débraillé que la veille, un petit porte-document en cuir à la main. « Miss Marple, dit-il sans préambule, j'aimerais avoir votre avis, si cela ne vous dérange pas. » Elle sourit et lui fit signe d'entrer. « Bien sûr, inspecteur. Asseyez-vous. J'ai du l'absence si vous préférez quelque chose de plus fort que le Darjeeling. » Il déclina le thé, mais accepta la place, se perchant maladroitement au bord du fauteuil, comme un homme peu habitué aux meubles de maison. « Nous avons interviewé Miss Val tard hier soir, dit-il. Elle avoua avoir changé sa tasse, précisant qu'elle en avait ébréché le bord et ne voulait pas embarrasser le personnel en le lui faisant remarquer. Elle a prétendu en avoir pris une sur l'étagère du garde-manger et n'y avoir plus prêté attention. Une explication plausible, dit Miss Marple d'un ton doux. Trop plausible, peut-être. Voyez-vous, nous avons maintenant la confirmation, grâce à la mémoire de la servante et à un peu de tri, que la tasse que Miss Val a prise dans le garde-manger est bien celle qui a atterri devant Lavinia Eastwick. Je vois. Ce qui ferait de Miss Val la dernière personne connue à l'avoir manipulée avant Madame Eastwick. Et pourtant, ajouta doucement Miss Marple, cela ne vous suffit pas. Non, c'est très pratique. Mais la pratique n'est pas synonyme de persuasion. Il tapota le dossier. C'est pourquoi je vous ai demandé ce que vous en pensiez. Miss Marple joignit soigneusement les mains sur ses genoux. Si je peux me permettre une anecdote, dit-elle, j'ai connu une jeune femme qui a empoisonné sa belle-sœur avec des gouttes entières imbibées de gelée de vin. Très malin. Tout le monde pensait que la maladie venait du jambon en conserve. Mais c'était le dessert servi de la main de la victime qui s'est avéré tout aussi fatal. L'empoisonneuse savait précisément quel dessert la belle-sœur choisirait. Doyle cligna des yeux. Et la pertinence? Juste ceci. Le timing, inspecteur. Une tasse ne tue pas à elle seule. Il faut savoir quand et comment elle sera utilisée. Et cela exige une connaissance bien plus intime des habitudes et de la personnalité que celle que Mademoiselle Val, je suppose, avait de Lavinia Eastwick. Doyle Franca, less sourcils. Vous croyez que quelqu'un d'autre orchestrait les choses? Je crois, répondit-elle, que si Mademoiselle Val avait eu l'intention de faire du mal, elle l'aurait fait de manière à ce que la tasse ne soit pas à sa portée. Son goût pour le drame est plus que pour la discrétion. L'inspecteur se rassit, visiblement en train de réfléchir. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre qui donnait sur son modeste jardin. « Il y a autre chose à considérer, dit-elle. Pourquoi empoisonner? Pourquoi pas une chute dans l'escalier ou une réaction allergique tragique? Le poison est précis, certes, mais il comporte un risque énorme d'exposition, ce qui suggère soit de l'imprudence, soit du désespoir. Dehors, la cloche dit Saint Luc sonore. Doyle s'y leva. Il y a une réunion informelle cet après-midi à Fern-les-Gaules. Le colonel insiste pour qu'elle ait lieu, afin d'éviter les ragots, même si j'ose dire qu'il est un peu tard pour cela. Je me demandais si vous pourriez y assister. Miss Marple se détourna de la fenêtre avec un léger sourire. Je crois bien que je le devrais. Plus tard dans la journée, l'assemblée réunie dans le jardin d'Eastwick était plus petite que la précédente, mais tout aussi soudée. Le colonel Eastwick avait insisté sur les apparences et lisait maintenant un bref éloge funèbre dans le jardin en contrebas
qui ressemblait plus à un décor de théâtre qu'à un lieu de deuil. Sa voix trembla une fois, de chagrin ou de rage, personne ne pouvait le dire. Parmi les invités, on retrouvait presque les mêmes visages. Le docteur Partridge, solennel et indéchiffrable, la fille Ridley, se tamponnant les yeux de manière théâtrale, et bien sûr, Mademoiselle Val, vêtue de noir d'un voile qui ne cachait pas son regard vigilant. Mademoiselle Marple se tenait à l'écart de l'assemblée, sa présence étant ignorée, comme toujours, par ceux qui prenaient la gentillesse pour de l'insignifiance. Après l'éloge funèbre, les invités furent invités à se promener dans les jardins. Certains se dirigèrent vers le bassin à Carcoy, d'autres vers la serre. Miss Marple se retrouva près de la haie du fond, où un vieux banc en bois trônait sous un cerisier. Elle n'était pas seule. Madame Enid Cromwell, la sœur par alliance de Lavinia, était assise sur le banc, s'inventant avec un mouchoir en dentelle. « Oh, Miss Marple, dit-elle sans surprise. Venez vous asseoir. Allez. C'est tellement morbide, mais Geoffrey insiste. » Miss Marple la rejoignit, joignant poliment les mains sur ses genoux. « Ce n'est jamais facile de perdre une belle sœur, proposa-t-elle. Enid renifla. Nous n'étions pas proches. Lavinia ne croyait pas à la chaleur, ni au pardon, pas après le bien-être, après l'affaire avec Edmund. Son fils, la bouche de Enid s'y contracta. Ce n'était pas un ange, bien sûr, mais il restait son enfant. Elle me reprochait son départ du pays. Et vous? Je l'ai simplement encouragé à ne pas se laisser intimider. Il avait sa propre vie à mener. Tout le monde ne survit pas à Fernley Gaol, vous savez. Miss Marple pencha la tête. Monsieur Edmund est-il attendu de retour? Enid se tourna vers elle, le regard perçant. Vous n'avez pas entendu? Il est déjà de retour. Il s'est glissé par la porte de derrière la nuit où Lavinia est morte. Miss Marple sentit une ondulation sous la surface calme des choses. Comme c'est curieux, dit-elle doucement. Et les fils du puzzle s'affaiblirent et se nous tendit que le motif d'une tasse à thé en porcelaine commençait à se resserrer. La révélation du retour d'Edmund Eastwick ondula dans les pensées de Miss Marple comme un galet à la surface d'un étang. Elle n'eut aucune réaction extérieure, juste un léger pincement des lèvres et un regard vers les fenêtres lointaines de Fernley Gaol. Il s'est glissé par la porte de derrière, dites-vous? Demanda-t-elle doucement, comme pour discuter de la météo. Madame Cromwell s'essuya le front avec le mouchoir en dentelle. La nuit même où Lavinia est morte. Le personnel n'a pas dit un mot, bien sûr, mais l'un d'eux l'a laissé échapper au garçon boucher, et maintenant, tout le village en a entendu parler. Du Edmund typique, vraiment. Il a toujours été plus dans l'ombre que dans la substance, à mon avis. Et pourtant, il est resté absent pendant des années. Oh oui, parti en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud, un de ces endroits. Envoyé une carte postale de temps en temps. Lavinia n'a jamais parlé de lui. Elle a prétendu l'avoir déshérité. Sa voix est devenue conspiratrice. Mais je soupçonne qu'elle n'a jamais vraiment modifié son testament. Elle avait un don pour le drame, notre Lavinia, mais pour les formalités administratives, elle était terriblement paresseuse. Miss Marple fredonne pensivement. Savez-vous si Edmund était à Fernley avant ou après le service du thé? Ça, je ne saurais le dire. Le colonel l'a caché comme une honte familiale. Je doute que beaucoup d'invités sachent qu'il est ici. Le soleil, perçant les nuages matinaux, répandait une douce chaleur sur le jardin, achetant les allées de gravier et faisant scintiller vivement les vitres de la véranda. Miss Marple observa la lumière changeante, silencieuse un instant. Quand les gens reviennent, murmura-t-elle, ils amènent des ombres avec eux. Madame Cromwell parut perplexe, mais n'insista pas. Lassée de la conversation, elle recommença à s'éventer de grands mouvements. Miss Marple prend congé avec une dignité tranquille, se dirigeant vers la véranda où flottait un lourd parfum de l'istre au mur. La maison se dressait derrière elle, haute et fermée, ses fenêtres observant comme des yeux silencieux. À l'intérieur, l'inspecteur Doyle avait élu domicile provisoirement dans le bureau du colonel, où registres et portraits militaires bordaient les murs. L'inspecteur,
manches retroussées jusqu'au coude, leva les yeux à l'entrée de Miss Marple. « Vous avez parlé avec la belle-sœur, dit-il. Brièvement. Elle vous l'a dit? Est-ce que Edmund est de retour? » Oui. Doyle soupira. J'espérais gérer ce détail un peu plus discrètement. Dans un village comme le nôtre, inspecteur, on confond souvent discrétion et retard. Silence. Il désigna la chaise en face de lui. Voulez-vous vous asseoir? Elle s'exécuta, s'installant soyeusement. Croyez-vous que le retour d'Edmund est une incidence sur l'affaire? Cela dépend. Doyle tapota le bureau du bout de son crayon. Cela complique les choses, c'est sûr. Un fils longtemps absent arrive le jour de la mort de sa mère, peut-être sans prévenir. Il n'y a aucun moyen d'en échapper. Où est-il maintenant? À l'étage. Le colonel Eastwick a insisté pour qu'il ne soit pas interrogé devant les invités. Il veut éviter un scandale injustifié. Mais j'ai l'intention de lui parler prochainement. Miss Marple hocha la tête, son regard se portant sur les registres sur le bureau. Lavinia Eastwick contrôlait-elle les finances familiales? La plupart, oui. La succession de son père et les fiducies étaient structurées de manière inhabituelle. J'offrais à sa pension et un petit portefeuille d'investissement, mais Lavinia gère les biens et les comptes familiaux. Il est donc logique, dit doucement Miss Marple, que si Edmund espérait un héritage, Lavinia se dresse entre lui et lui. Doyle se renversa en arrière, les sourcils froncés. Oui, mais ce serait trop simple, n'est-ce pas? Revenir, glisser une pincée de quelque chose de désagréable dans sa tasse de thé et attendre la succession? En effet, est bien trop évident, si je puis dire. Surtout si l'on souhaite rester caché. On frappa à la porte. L'agent Merton entre, les joues légèrement roses. « Monsieur Edmund est prêt à vous recevoir. Faites-le entrer. » Un instant plus tard, la porte s'ouvrit complètement et Edmund Eastwick entra dans le bureau. C'était un homme grand, la trentaine avancée, aux yeux enfoncés, à la barbe taillée et au bronzage de quelqu'un habitué au soleil tropical. Il avait une posture avachie, comme s'il se préparait perpétuellement à de mauvaises nouvelles. Ses vêtements étaient soigneusement repassés, mais dégageaient un léger air de désuétude, porté plus par nécessité que par confort. Il hocha poliment la tête. « Inspecteur, Mademoiselle Marple. » Mademoiselle Marple lui rendit le geste avec la chaleur d'une vieille connaissance, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés officiellement. « Monsieur Eastwick, Kameka Doyle, merci d'avoir accepté de nous parler. Comme vous le savez, la mort de votre mère est considérée comme suspecte. Oui, une affaire tragique. » Sa voix était basse, soigneusement mesurée. « Mais je suppose que vous vous demandez si j'y suis pour quelque chose. » Doyle ne l'a pas nié. « Vous êtes revenu le jour de sa mort. Pouvez-vous nous dire pourquoi? J'ai reçu une lettre de ma tante Enid Cromwell. Elle disait que maman était malade et devenait de plus en plus instable. J'ai pris le premier bateau disponible à Lisbonne, puis un train à Southampton. Je suis arrivé juste avant le crépuscule. Et vous n'avez pas prévenu le colonel de votre arrivée? Je ne voulais pas de scène. J'avais l'intention de parler à ma mère en tête-à-tête. Mais à mon arrivée, on m'a dit qu'elle était déjà morte. » Miss Marple l'observa, notant la légère tension dans ses mains, la façon dont ses doigts tapotaient nerveusement sa cuisse. « Où étiez-vous pendant le thé? » »« Dans le jardin, je suppose. Je me suis attardé à l'orée de la propriété jusqu'à ce que le calme revienne. Je ne voulais pas vous déranger. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, vous avez dû voir quelque chose. » Son regard se posa sur le sien. Surprise. « Je vis des gens, des invités, de la musique, des rires. Mère président comme si de rien n'était. » Il marqua une pause, le regard éteint. « Ça avait changé, bien sûr. Ça avait toujours changé. Vous ne lui avez pas parlé? » ?»« Non. Quand je suis entré dans la maison, elle était partie. Il l'avait déjà couverte. » Doyle s'éclaircit la gorge. « Savez-vous si elle avait l'intention de modifier son testament? » Edmund eut un sourire sombre. Elle avait l'intention de menacer de le modifier. C'était sa façon de faire. Elle faisait miroiter l'héritage comme un appât. J'ai été écrit et effacé plus de fois que je ne peux m'en souvenir.
Et la dernière version que vous avez vue? Elle a tout légué à sa famille la plus fidèle. Ce qui pouvait être Geoffrey, Enid, ou même son avocat, selon le jour. La voix de Miss Marple était douce. Vous aviez des raisons de la haïr. J'avais des raisons de partir, dit-il. Ce que je fis. Et je ne revins que par devoir ou par culpabilité. Un silence s'installa dans la pièce, non accusateur, mais lourd de non-dit. Enfin, Miss Marple se leva. Merci, Monsieur Eastwick, dit-elle. Je crois que cela suffira pour l'instant. Devant le bureau, elle s'arrêta près d'une table d'appoint où un vase de lys commençait à s'affaisser. L'énigme était loin d'être résolue, mais les pièces du puzzle s'éclairaient. Une coupe échangée, un retour dissimulé, et une femme qui avait contrôlé plus que de l'argent et qui avait peut-être cultivé plus de peur que d'affection. Miss Marple regarda de nouveau la porte close du bureau. Elle n'avait aucune preuve, aucune confession, aucune arme. Mais elle avait suffisamment observé pour savoir qu'un héritage digne d'un meurtre exigeait souvent de la patience et un lien brisé. Plus tard dans l'après-midi, tandis que les ombres s'allongeaient sur Monkswell St. Marie et qu'un parfum de lavande flottait paresseusement au rebord des fenêtres des cottages, Miss Marple retourna à Fernley Hall, cette fois à la demande de l'inspecteur Doyle, qu'il avait convoqué avec un bref mot remis par l'agent Merton. Il était écrit avec la franchise caractéristique de Doyle: votre œil peut voir ce que le mien ne voit pas. Salon. 3 heures. Elle arriva ponctuellement, accueillie par une maison qui semblait plus lourde qu'auparavant, même si peu de choses avaient changé. Les rideaux du salon restaient tirés, plongeant la pièce dans une pénombre tamisée. L'air était chargé d'encaustique et d'une légère trace de cire à la lavande. Une femme de chambre avait rafraîchi les fleurs, mais le même plateau en argent restait intact sur la table d'appoint, sa présence rappelant silencieusement la tragédie qui s'y était déroulée moins de 24 heures plus tôt. L'inspecteur Doyle se tenait à côté, les bras croisés et les sourcils froncés. J'ai fait nettoyer et examiner les tasses. Aucune trace de poison, dit-il sans préambule. Mais ce n'était pas inhabituel s'il s'agissait d'un produit soluble. De la digitale, peut-être. Ou de l'aconitine. Il ne persistait pas dans le glaçage. Et le marque de thé restant était trop petit pour être analysé minutieusement. Miss Marple examina le plateau en argent, puis les tasses à thé, chacune posée sur un apron en lin amidonné, comme pour une photo de magazine. Elle brillait sous la pénombre, immaculée et silencieuse. « Avez-vous envisagé, demanda-t-elle, que la tasse à thé elle-même ne soit peut-être pas la source du poison ?» Doyle cligna des yeux. « Je vous demande pardon ?» Miss Marple pencha la tête. On suppose que c'était la tasse à cause de la trace de rouge à lèvres et de la proximité du corps. Mais cela suppose que le poison ait été introduit par voie liquide. Eh bien, elle l'a bu, n'est-ce pas? Elle l'a bu. Mais dites-moi, inspecteur, avez-vous examiné la pince à sucre? Il fronça les sourcils. La pince? Juste là. Elle désigna le bord du plateau, près du sucrier. Elles sont identiques au reste du service, mais contrairement aux autres pièces en argent, elles paraissent ternes, comme polies à la hâte, ou pas polies du tout. Doyle se pencha, les yeux plissés. Il souleva les pinces avec un mouchoir et les tint à la lumière. « Elles ont l'air bizarres, murmura-t-il. J'ai lu un cas, dit Miss Marple d'un ton conversationnel, où un meurtrier avait appliqué une couche de strychnine sur le bord intérieur d'une cuillère à café. La victime n'y avait goûté qu'à la 2e tasse. Doyle se tourna lentement vers elle. « Vous pensez que les pinces ont servi à empoisonner le morceau de sucre? Cela demanderait de la précision. Oui. Mais échanger une tasse aussi, point le milieu, il remit soigneusement la pince en place et regarda autour de lui comme s'il la voyait. Bien sûr, dit-il lentement. Si quelqu'un savait que Lavinia prenait toujours un morceau de sucre et le manipulait elle-même avec la pince, alors ce seul morceau pourrait suffire. Ils restèrent silencieux un moment de plus, le temps que les implications se précisent. Enfin, Doyle reprit la parole. Il y a un autre problème. Un que je n'avais pas mentionné. Miss Marple attendit, patiemment et immobile. La gouvernante, Madame Locton,
signale qu'une des cuillères à café en argent du service du salon avait disparu après le thé. Complètement disparue. Nous avons supposé qu'elle avait été égarée dans le tumulte. Mais maintenant, je me pose la question. Miss Marple S.E. permit un hochement de tête. La cuillère à café aurait pu être le dispositif d'administration original, comme vous dites, enduit de poison. Mais si le meurtrier avait réalisé qu'il pouvait être retrouvé ou examiné, le retirer entièrement aurait été la seule option. Ce qui suggère une seconde chance, dit Doyle. Après que les invités eurent quitté la pièce, mais avant l'arrivée de la police. Et qui a eu cette chance? Doyle hésite, puis ouvre un carnet. Le colonel Eastwick, bien sûr. La femme de chambre, Hélène. Mademoiselle Val, qui prétendait être revenue chercher une broche tombée. Et, curieusement, la jeune Emily Ridley, qui disait devoir récupérer son sac à main. Le front de Mademoiselle Marple se plissa légèrement. Emily Ridley. C'est elle qui est amoureuse de Michael Brent, l'employé de banque. Exactement. Ce nom réveilla un souvenir. Mademoiselle Marple avait vu la jeune fille lui murmurer quelque chose près de la tonnelle de rosier après l'éloge funèbre, les yeux brillants d'une émotion sincère. Une fille comme Émilie, pensa Mademoiselle Marple, était prête à tout pour obtenir l'approbation d'un charmant jeune homme. Inspecteur, demanda T.L. doucement, savez-vous si Lavinia Eastwick a eu des relations récentes avec M. Brent? Je crois qu'il s'occupait de quelques papiers pour elle, quelque chose concernant des placements, ou peut-être une demande de prêt. Il resta vague lorsqu'on lui posa la question. Mademoiselle Marple plissa les yeux. Cela vaudrait peut-être la peine d'y revenir. Doyle, griffonnant une note, hocha la tête. Je vais le faire venir pour l'interroger. Et Émilie? Elle est rentrée chez elle, mais Merton va la chercher. Miss Marple se retourna vers le plateau d'argent. Il y a autre chose qui me tracasse encore. Qu'est-ce que c'est? Elle désigna la disposition des tasses. Celle-ci, dit-elle en touchant une tasse de son doigt ganté. Ce n'est pas là où elle était pendant le thé. Vous en êtes sûr? Je n'oublie jamais la disposition de la porcelaine, dit simplement Miss Marple. Je l'avais remarqué à ce moment-là. Cette tasse était plus à gauche. Soit quelqu'un l'a déplacée après le thé, soit elle a été placée là délibérément avant l'événement, dans le désordre. Doyle lui lança un regard en coin. Vous dites que la disposition faisait partie du plan, si l'on voulait garantir un certain ordre. L'euphorie, un morceau de sucre empoisonné parvenait à une personne précise, ne faudrait-il pas s'arranger pour que tout se mette en place naturellement? Ce qui nous ramène à la seule personne qui connaissait suffisamment bien les habitudes de Lavinia pour planifier chaque détail. Miss Marple n'avait pas besoin de prononcer le nom. Doyle s'en charge pour elle. Jeffrey Eastwick. Le colonel. Le veuf en deuil. Le présentateur avait insisté pour que l'émission continue. Et pourtant, Miss Marple n'était toujours pas convaincue de sa culpabilité directe. Pas encore. Il y avait encore trop d'éléments en jeu. Un fils de retour d'exil. Une nièce avec des secrets. Un employé ayant accès à des documents. Une cuillère à café disparaît. J'aimerais parler à Émilie, dit Miss Marple doucement. Doyle hocha la tête. Je m'en chargerai. Alors qu'il quittait le salon, le plateau d'argent restait brillant et silencieux. Mais Miss Marple le savait, le jeu était bel et bien en marche. Quelqu'un avait tout mis sur une gorgée de thé tranquille. Et quelqu'un d'autre, peut-être, avait assisté à tout cela. Emily Ridley arriva à la résidence d'Eastwick juste avant le coucher du soleil, convoquée non pas sur invitation, mais sur la suggestion légèrement plus formelle de l'inspecteur Doyle, point guetter l'enthousiasme et l'effervescence qui avaient longtemps agacé ses aînés lors des réceptions religieuses avaient disparu. Au lieu de cela, elle entra dans Fernley Hall avec une hésitation qui trahissait à la fois la confusion et la peur. Elle portait un cardigan bleu aux boutons mal alignés, et son sac à main au fermoir cassé la serrait contre elle comme un bouclier. Lorsque l'agent Merton l'escorta dans le petit salon, Mademoiselle Marple et l'inspecteur Doyle étaient déjà assis, l'air calme mais empreint d'attente. Émilie lui adressa un mince sourire, plus par habitude que par chaleur. « Je ne voulais pas causer d'ennui, commença-t-elle. J'étais juste au thé, comme tout le monde.
Bien sûr, dit Doyle d'un ton neutre. Nous avons juste quelques questions. La routine. Mademoiselle Marple se pencha doucement. Nous aimerions comprendre ce qui vous a fait revenir dans le salon après le départ des autres invités, ma chère. Vous avez parlé de votre sac à main? Les doigts d'Émilie se crispèrent dessus. Oui, je l'avais laissé sous la table de chevet. Je ne m'en étais rendu compte qu'à mi-chemin. Je suis donc revenu, j'ai trouvé Hélène dans le couloir, et elle m'a laissé entrer pour le récupérer. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la pièce à votre retour? Demanda Doyle. Non. Enfin, je crois avoir entendu quelqu'un monter les escaliers. Mais je ne l'ai pas vu. Et vous êtes sûr de n'avoir touché à rien d'autre? Demanda Miss Marple d'une voix douce mais ferme. Emily semblait hesitant. J'ai peut-être heurté le chariot à thé en me baissant. J'étais nerveux. Tout avait été si étrange. Je ne l'avais pas fait exprès. Doyle tapota son carnet. Et vous n'avez rien vu par terre? Une cuillère, peut-être? Elle fronça les sourcils. Une cuillère? Non. J'aurais dit quelque chose si je l'avais fait. Miss Marple échangea un regard avec Doyle. Les réponses de la jeune fille n'étaient pas évasives, mais elles laissaient planer le doute, non pas sur ce qu'elle avait fait, peut-être, mais sur ce qu'elle cachait peut-être. Il y avait une tension dans sa voix, le tremblement de quelqu'un portant quelque chose de plus lourd qu'un sac à main mal placé. « Émilie, dit doucement Miss Marple, tu as toujours eu une grande affection pour Michael Brent, n'est-ce pas ?» Les joues d'Émilie rosirent d'un rose profond. « Eh bien, il est très gentil avec moi. Et intelligent. Et je suppose que je l'apprécie. Saviez-vous qu'il aidait Madame Eastwick pour des questions financières ?» Son regard se posa sur Doyle, puis sur le sol. Il dit qu'on lui avait demandé de vérifier des papiers. Quelque chose à propos de ses investissements. Il en était fier. Il disait que c'était le début de quelque chose de grand pour lui. Sais-tu si elle approuvait ses recommandations? Émilie secoua la tête. Il ne le dit jamais. Miss Marple continua, le ton inchangé. Émilie, ma chère, parfois, quand on a peur de perdre quelque chose, on fait des choix qui ne sont pas les siens. Y avait-il quelque chose dans l'attitude de Madame Eastwick envers Michael qui vous inquiétait? Quelque chose qui vous a donné envie de le protéger? Voilà le craquement dans la tasse de thé. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. L'espace d'un instant, elle serra son sac à main si fort que le cuir en gémit. Elle l'humilie, murmura-t-elle. Elle dit qu'il jouait aux affaires, qu'elle ne lui confierait jamais un sou, qu'il ne valait pas mieux que son père. Michael me l'a confié. Je ne pense pas qu'il ait voulu en parler à qui que ce soit, mais je comprenais la douleur qu'il ressentait. Et athée, il dit qu'il voulait se venger d'elle? Non, dit Émilie rapidement, presque trop vite. Michael ne le fera jamais. Il est fier, certes, mais pas cruel. Il voulait juste qu'elle voie qu'il était capable. Doyle se rassit, son crayon posé sur le bloc-notes. Tu t'es occupé du service à thé? Émilie parut sincèrement déconcertée. Le service à thé? Non, je n'oserais pas. Lavinia Eastwick gérait ce service à thé comme si c'était une opération militaire. Elle avait tout exactement comme elle le voulait. Même le sucre? Demanda Miss Marple. Emily hésita. Elle prenait toujours son propre morceau de sucre, avec la pince en argent. Un morceau. Jamais deux. Elle disait que seul un glouton pouvait sucrer Darjeeling 2 fois. Miss Marple hocha lentement la tête. « Merci, Émilie, dit Doyle en se levant. Ce sera tout pour le moment. » La jeune fille acquiesça, se leva d'un geste hésitant et partit sous l'œil attentif de l'agent Merton. Lorsque la porte se referma doucement, le silence entre Miss Marple et l'inspecteur Doyle fut immédiat et pesant. « Elle cache quelque chose ?» dit-il enfin. « Peut-être, mais peut-être pas ce que nous supposons, » répondit Miss Marple. « C'est une jeune fille amoureuse qui craint que sa loyauté ne soit prise pour de la culpabilité. Alors, qui est coupable ?» Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Elle tourna plutôt les yeux vers le buffet, où une pile de lettres avait été soigneusement rangée. « J'ai remarqué quelque chose hier, » dit-elle, dans le bureau du colonel. Elle se leva et se dirigea vers les lettres. Une enveloppe portait un cachet de cire brisé, le rabat replié comme s'il avait été fermé à la hâte.
À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier pliée, jaunie au pli. Elle la retira et la lut en silence un instant avant de la passer à Doyle. C'était une lettre, clairement écrite de l'écriture précise et penchée de Lavinia Eastwick. À ouvrir en cas de décès. Je ne crois pas que ce monde offre une sécurité totale, même à Fernlake. J'ai révisé mon testament. See I joined the instructions. Si quelque chose m'arrivait soudainement ou intentionnellement, je demande que ces volontés soient exécutées par Maître Everett Jennings, mon notaire à Muchilinsbrook. Il n'y avait pas de date, pas de pièces jointes. Les instructions avaient été retirées. Doyle expire. Le colonel Eastwick n'en fit pas mention. Non, dit Miss Marple. Mais je soupçonne qu'il le savait. Cette lettre n'était pas perdue. Elle avait été interceptée. Peut-être même avant la mort de Lavinia. Il retourne l'enveloppe. Une petite tache de cire rouge restait déformée, brisée. Quelqu'un avait lu ceci avant qu'il n'atteigne son destinataire. Elle craignait pour sa vie, murmura-t-il. Et elle ne faisait confiance à personne. Miss Marple croisa les mains. Ce qui nous en dit plus sur elle que n'importe quel témoin. Mais aussi sur son assassin. Elle les connaissait. Vraiment, dit Miss Marple à voix basse. Et c'était peut-être la connaissance la plus fatale de toutes. Dehors, le crépuscule s'était rapproché. La maison gémissait sous le poids du temps et du silence, et l'air était imprégné de la tranquillité d'une question en attente de réponse. L'énigme s'était éclaircie. Une instruction volée, une cuillère manquante, un morceau de sucre trop chargé de sens, et un cercle de suspects trop rapprochés pour être séparés par des moyens ordinaires. Mais Miss Marple n'avait jamais compté sur les moyens ordinaires. Elle avait du thé, de l'observation et la nature humaine. Et cela, pensait-elle, était plus que suffisant. Le lendemain matin de la découverte de la lettre à moitié détruite de Lavinia Eastwick par Miss Marple, l'atmosphère à Montswell-Saint Marie avait de nouveau changé. La pluie claquait doucement contre les vitres et la brume s'enroulait sur les haies comme le souffle d'une présence menaçante. Les villageois chuchotaient à voix basse, comme si l'air lui-même était devenu suspect. Miss Marple était assise à sa table de salon, son petit déjeuner intact et son tricot plié à côté d'un pot de miel chaud. Un mot était posé sur le plateau, adressé de la main pressée de l'inspecteur Doyle appel à Jennings, notaire. Aucun testament révisé n'est enregistré. Les instructions n'arrivaient jamais. Rendez-vous au bureau de poste, 10 heures. Toujours prompte, Miss Marple noua une modeste écharpe grise sous son menton et sortit dans la matinée humide. Le chemin menant au bureau de poste était bordé de haies d'ifs scintillantes et de douces flaques d'eau s'accumulent sur les pavés irréguliers. Elle arriva juste au moment où l'inspecteur Doyle sortait des quartiers de la receveuse. Elle dit que le personnel de maison apporte généralement le courrier sortant dans la boîte rouge devant les portes d'Eastwick, expliqua Doyle. Sauf si quelque chose nécessitait un envoi express, rien n'était remis au bureau. Et il n'y a pas eu de paquet pour Jennings ces 2 dernières semaines. Alors, soit Lavinia ne l'a jamais posté, songea Miss Marple. Soit quelqu'un l'a intercepté avant même qu'il ne quitte Fernlake. Doyle lui tendit un petit carnet. J'ai consulté le journal de bord, gracieuseté de la gouvernante. Lavinia a congédié son valet il y a 3 mois sans le remplacer. Le courrier était traité par Hélène, ou parfois par le colonel Eastwick lui-même. Le regard de Miss Marple s'attarda sur les mots. Je me demande, inspecteur, si nous pourrions faire une petite promenade. Il la regarda avec une pointe d'impatience. Une promenade? Une petite promenade, dit-elle avec un léger sourire. Jusqu'à la boîte aux lettres rouges. Elle se trouvait juste derrière la haie, devant le portail en pierre de Fernlake Hall. En d'autres jours, elle aurait été tout à fait banale. Un solide pilier peint en rouge, la bouche toujours ouverte, attendant patiemment que les petites affaires de la vie du village lui soient confiées. Mais à mesure qu'ils approchaient, le regard de Miss Marple s'aiguisa. Le loquet, murmura-t-elle. Qu'en pensez-vous? Vous voyez comme il n'est usé que d'un côté? Dit-elle en se penchant pour examiner le bord. Et ce léger vernis ancien, comme une tache, mais irrégulier. Quelqu'un l'a trafiqué. Pas professionnellement. Quelqu'un avec un mobile,
mais peu d'expérience. Doyle s'accroupit à côté d'elle, fronçant les sourcils. Vous pensez que quelqu'un a ouvert ça de l'extérieur? Pas seulement ouvert, mais attendu. Peut-être même intercepté des lettres avant l'arrivée du facteur. Doyle se redressa en soupirant. Ce qui nous ramène à la maison. Quelqu'un d'assez proche pour surveiller les faits et gestes de Lavinia, quelqu'un qui savait qu'elle avait écrit une dernière lettre mais s'était assuré qu'elle n'atteindra jamais sa destination, et qui avait quelque chose à y gagner, ajouta Miss Marple. Ils retournèrent vers le couloir. Les nuages au-dessus de la maison se déplacèrent et s'écartèrent légèrement, laissant une pâle lumière éclairer l'allée de gravier. À Fernley, le colonel Eastwick était assis dans le petit salon, feuilletant un volume corné de mémoire militaire. Il leva les yeux à leur entrée, mettant le livre de côté avec le soin délibéré de quelqu'un qui s'attendait à un interrogatoire. « Je suppose que vous voudrez fouiller à nouveau le bureau » dit-il d'un ton sec. « Je vous en prie. J'ai déjà vidé les tiroirs. Nous n'avons aucune intention d'envahir votre vie privée, colonel, dit aimablement Miss Marple. Je me demandais cependant si vous pouviez nous confirmer quelque chose. Vous souvenez-vous que votre femme ait écrit une dernière lettre concernant son testament? Il hésite. Elle écrivait souvent, parfois dans de grands accès de mélodrame. Mais non, je n'étais pas au courant d'une dernière lettre. Elle l'adressait à M. Jennings, dit Doyle. Elle n'a jamais été reçue. Je vois. Sa voix était impassible, mais Miss Marple observait les coins de ses lèvres. Il tressaillait non pas de chagrin ou de culpabilité, mais de calcul. Et qui, demanda-t-il enfin, a attiré votre attention sur cela? Lavinia Elmham, répondit Miss Marple, sous la forme d'une lettre que nous avons trouvée dans votre bureau. Non envoyée, mais visiblement prête à être postée. Le colonel détourna le regard. Si elle avait quelque chose d'important à me dire, elle aurait pu me le dire directement. C'est bien là le problème, n'est-ce pas? Dit Miss Marple doucement. Elle ne le fait pas. Le silence se prolongea. Finalement, il s'éclaircit la gorge et se leva. Je crains de devoir me préparer pour la visite du notaire. Il sera là vers midi. Doyle hocha la tête et le regarda quitter la pièce. Lorsque la porte se referma, il se tourna vers Miss Marple. Il cache quelque chose. C'est vrai, dit-elle. Mais je ne crois pas qu'il soit notre empoisonneur. Non? Non. Trop fier. Trop évident. Et s'il avait été au courant pour la lettre, vraiment au courant, il l'aurait brûlée, au lieu de la cacher. Alors qu'il aurait fait, Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'approcha du secrétaire. Là, parmi une pile de vieux reçus et de remerciements à moitié écrits, se trouvait une petite clé en laiton si banale qu'on aurait pu la manquer complètement. Elle la souleva et se tourna vers Doyle. « Pourriez-vous demander à Hélène de nous rejoindre ?» Quelques instants plus tard, la jeune femme de chambre entra, pâle et hésitante. « Hélène, ma chère, dit doucement Miss Marple, avez-vous déjà vu cette clé ?» Hélène cligna des yeux, puis hocha la tête. « Oui, madame. Elle ouvre la petite boîte aux lettres près de l'allée. Je la fais briller tous les mardis. Et où la range Théon habituellement? Dans le placard juste devant le bureau du colonel, suspendu à un crochet. Et qui a accès à ce placard? Moi seul, en fait. Mais tout le monde dans la maison sait où elle est. L'avez-vous remarqué disparue récemment? Elle n'hésite pas. La semaine dernière. Seulement pour une journée, cependant. J'ai pensé que le jardinier l'avait peut-être empruntée. Miss Marple lui adressa un sourire chaleureux. « Merci, Hélène. Ce sera tout. » Alors que la porte se refermait, Doyle se tourna vers elle, une lueur de compréhension naissant dans ses yeux. La clé a disparu. La lettre n'est jamais postée. Les instructions disparaissent. Miss Marple hoche la tête. Et ainsi, ajouta-t-elle doucement, le tueur a fait en sorte que non seulement Lavinia meure, mais que ses dernières volontés disparaissent avec elle. Doyle avait l'air sombre. Alors, nous avons affaire à quelqu'un de bien plus intelligent que nous le pensions. Oui, dit Miss Marple. Intelligent, mais pas infaillible. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla la brume qui s'enroulait entre les arbres. Quelque part au-delà de ces haies, derrière l'argenterie polie et la porcelaine fine,
se cachait la vérité. Quelqu'un avait empoisonné Lavinia Eastwick avec une précision sereine, effacé sa dernière tentative de parole et préparé le terrain pour un héritage bâti sur le silence. Mais la moindre fissure, Miss Marple le savait, pouvait suffire à briser un mensonge. Et la tasse de thé n'était que le début. Il était un peu plus de midi lorsqu'M. Everett Jennings, l'avocat de Mucholinsbrook, arrive à Fernley Hall. Sa ponctualité était légendaire, tout comme son aversion pour le scandale. Petit homme à la moustache argentée et au mouchoir parfaitement plié dépassant de la poche de sa veste, Jennings portait un folio en cuir sous le bras et avait l'air de quelqu'un qui considérait le sentimentalisme comme un détour inutile. Le colonel Eastwick l'accueillit avec une fermeté qui confinait à la formalité, le faisant entrer dans le bureau où Miss Marple et l'inspecteur Doyle étaient déjà assis. Les stores étaient à moitié baissés, laissant juste assez de lumière grise pour mettre en valeur les particules de poussière flottant dans l'air comme des mots oubliés. « Nous vous remercions de votre temps, » dit Doyle. « Cette affaire concerne non seulement la succession de Madame Eastwick, mais aussi sa mort prématurée. » Jennings hocha gravement la tête en ôtant ses gants. « Je comprends que la situation soit délicate. J'ai examiné les derniers documents déposés par Madame Eastwick à notre bureau. Son testament le plus récent a été signé et scellé il y a 11 mois, sans aucune modification depuis. Il lègue la majeure partie de sa succession au colonel Eastwick, avec des dispositions plus modestes pour sa belle-sœur, Enid Cromwell, et un fonds fiduciaire pour les enfants survivants. Survivant? Intervient Miss Marple d'un ton léger. Jennings leva les yeux. Son fils Edmund est toujours inscrit, bien qu'une clause l'oblige à être en règle, une condition qu'elle laisse vague. Aucune exhérédation formelle n'a été enregistrée. Et pas de lettre? Demanda Doyle. Rien de marqué comme urgent ou post-mortem. Jennings fronça les sourcils. Non, monsieur. Nous attendions d'autres instructions. En fait, j'ai reçu un télégramme il y a 3 semaines suggérant qu'une nouvelle version de son testament serait publiée prochainement. Il n'est jamais arrivé. Miss Marple et Doyle ont échangé un regard entendu. Elle a essayé de l'envoyer, a dit Miss Marple. Mais quelqu'un a veillé à ce qu'elle ne vous parvienne jamais. Jennings a pincé les lèvres. Une affaire sérieuse. Bien sûr, a répondu Doyle. Surtout si l'intention était de changer les bénéficiaires. Jennings a hoché la tête et a sorti un mince registre de son folio. Elle m'a demandé de rédiger des dispositions supprimant le colonel Eastwick comme héritier principal. La majeure partie de la succession devait être versée en fiducie à une fondation caritative d'aide aux mères célibataires, je crois. Miss Marple s'est permis un léger sourire mélancolique. Une cause qui lui tenait à cœur, elle a évoqué une dette à rembourser. Je n'ai pas insisté. Dans notre métier, il vaut mieux laisser certaines histoires de côté. Doyle Oracle. Alors, si la lettre était arrivée, aurait-elle entièrement réécrit la succession? Exact. Miss Marple a parlé d'Ousmont. Et c'est ce qui en fait le mobile. Jennings jeta un coup d'œil à chacun d'eux, puis referma soigneusement son dossier. Veux-tu que je procède à la lecture? S'il te plaît, dit Doyle. Ils se rassemblèrent autour de la longue table en chêne du salon. Les quelques membres de la famille présents Enid Cromwell assistaient une douairière accrochée à la cérémonie Edmund Eastwick. Sombre et indéchiffrable près de la cheminée et Michael Brent, fraîchement arrivé, pas les mal à l'aise, formait un étrange tableau de nervosité et d'attente héritée. La lecture fut brève. Les termes, sans surprise. Au colonel Eastwick, la succession, dans son intégralité, à l'exception de 2 legs mineurs. À Enid Cromwell, une rente annuelle de 150 livres sterling. À tout descendant survivant, une fiducie conditionnelle payable uniquement dans les circonstances jugées appropriées par l'exécuteur testamentaire. Miss Marple les observa tous pendant la lecture. Edmund ne manifesta aucune réaction visible. Enid renifla, mais on ne savait pas si c'était de satisfaction ou de déception. L'expression de Michael Brent vacilla, comme s'il était confus. Ce n'est que lorsque Jennings rangea son folio et se leva que le colonel Eastwick prit la parole. « Bon,
Je suppose que c'est réglé, dit-il d'une voix vive. Une tragédie, certes, mais au moins ses affaires sont en ordre. Vraiment? Demanda Dowsman, Miss Marple. Le colonel cligna des yeux. Je vous demande pardon? Pardonnez-moi, dit-elle en se levant avec sa grâce habituelle. Mais l'affaire de la lettre disparue de Lavinia me semble irrésolue. Je crois que vous avez déjà fait valoir votre point de vue, répondit-il sèchement. À moins que vous ne soupçonniez l'un de nous de vol. Pas de vol, dit-elle. De la répression. Et très probablement de la peur. Il y eut un moment de silence. Miss Marple tourna son regard vers Edmund. Monsieur Eastwick, puis-je vous demander où vous étiez lorsque votre mère est décédée? Edmund la regarda avec une légère surprise. Comme je l'ai dit à l'inspecteur, je suis arrivé ce soir-là, après le thé. J'étais sur le terrain, à attendre. Je ne voulais pas de scène. Et pendant ce temps-là, demanda-t-elle, êtes-vous passé devant la boîte aux lettres? Il hésitait. Peut-être. Pourquoi? Aucune raison, dit-elle d'un ton désinvolte. Seulement, il me semble étrange que Lavinia ait écrit une lettre aussi définitive pour qu'elle ne quitte jamais les lieux. Cela suggère que quelqu'un l'a lue ou a craint son contenu. Elle marque une pause, puis se tourne vers Enid Cromwell. Madame Cromwell, dit-elle doucement, avez-vous encouragé Edmund à revenir à cause de la maladie de Lavinia ou pour autre chose? Enid cligna des yeux, prise au dépourvu. Eh bien, elle s'était comportée bizarrement. Recluse. Dit Danius. J'avais peur qu'elle pourrait bien changer son esprit. À propos du testament, le silence d'Enid était révélateur. Miss Marple se rapprocha du foyer, d'une voix basse mais calme. Rares sont ceux qui avaient les moyens d'accéder à cette lettre. Le motif pour l'empêcher de parvenir à M. Jennings est la possibilité de modifier l'apparence du service à thé. Mais il y a une personne qui avait les trois, même si nous ne l'avons pas bien regardé. Tout le monde se tourna vers Michael Brent. Ses yeux s'écarquillèrent. Moi? C'est absurde. Pas si absurde, Monsieur Brent, dit Miss Marple doucement. Vous aidiez Lavinia avec ses papiers financiers. Vous saviez qu'elle devenait de plus en plus insatisfaite de sa famille. Et je crois que vous comptiez sur une recommandation ou un héritage pour améliorer votre position. Michael articula, mais aucun mot ne sortit. Elle vous faisait confiance, poursuivit Miss Marple. Perplexe en vous. Peut-être même avait-elle laissé échapper son projet de déshériter son mari. Et lorsqu'il devint clair que rien de tel ne se produisait, point recommandation si l'héritage arrivait, tu as pris les choses en main. C'est ridicule, dit-il. Je n'ai jamais touché au thé. Non, mais quelqu'un l'a fait en ton nom. Quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui croyait que tu méritais mieux. Tous les regards se tournèrent lentement vers la porte. Emily Ridley se tenait là, pâle, tremblante, tenant quelque chose à la main. Une petite cuillère à café en argent. Je l'ai trouvée, murmura-t-elle, au fond du seau à charbon. Après le thé. Je ne savais pas ce que c'était au début, mais je n'ai pas pu me résoudre à la jeter. Michael se tourna vers elle, horrifié. Emily, qu'as-tu fait? Je voulais juste qu'ils arrêtent de se moquer de toi, sanglota-t-elle. Elle t'a traité de commis. Elle a dit que tu ne serais jamais un homme de valeur. Et moi elle s'effondra, glissant à genoux, la cuillère claquant au sol. Miss Marple s'avança, posant une main sur l'épaule de la jeune fille. Là, murmura-t-elle. C'est fini maintenant. Mais elle savait, en plongeant son regard dans les yeux effrayés d'une jeune fille qui avait pris l'amour pour la vertu, que l'énigme n'était pas résolue. Car derrière chaque tasse de porcelaine, chaque plateau poli et chaque lettre soigneusement pliée se cachait la terrible vérité de ce dont les gens sont capables lorsqu'ils croient que le monde les a abandonnés. Il a plu toute la nuit à Monkswell St. Marie. Ce genre de pluie persistante et murmurante qui imbibe les racines des vieilles et s'infiltre dans chaque fissure des murs de pierre et des toits d'ardoise. Fernley Hall se dressait stoïquement en dessous, ses cheminées fumant faiblement à l'aube, comme si elle soupire après le poids de trop de secrets. Au matin, Emily Ridley était toujours dans la chambre d'amis où l'agent Merton l'avait gentiment escortée après son malaise. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis.
Miss Marple avait demandé à être autorisée à se reposer jusqu'à ce que le médecin puisse l'examiner. La jeune fille s'était recroquevillée dans le fauteuil à haut dossier près de l'âtre froid, pleurant doucement pour des raisons qu'elle ne distinguait plus, remords, humiliation, chagrin ou amour déplacé. En bas, l'inspecteur Doyle faisait les 100 pas. Il avait pris la cuillère à café en argent, dont la surface était ternie et légèrement gravée là où une substance avait rongé le plaquage, et l'avait enfermée dans une pochette à preuve. L'histoire semblait enfin se régler. Un meurtre commis non par haine personnelle, mais par dévotion mal avisée. Un pion s'était déplacé sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Et pourtant, Miss Marple restait troublée. Elle était assise dans le salon, son tricot intact à côté d'elle. Son regard ne se porta pas sur la scène du crime, qu'elle avait examinée minutieusement, mais vers les fenêtres, où la lumière changeait au gré des nuages matinaux. « Quelque chose ne colle pas, » murmura-t-elle. Doyle, qui venait d'entrer avec 2 tasses de thé fumante, marque une pause. La jeune fille avoua. La cuillère à café était retrouvée. Que peut-on y mettre d'autre? Elle avoua avoir caché la cuillère. Pas pour un meurtre. Il fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle n'a pas empoisonné Lavinia? Je crois qu'elle le croyait, dit Miss Marple. Et cette distinction, inspecteur, est essentielle. Doyle s'assit sur la chaise d'en face, silencieux. Il savait désormais que les doutes de Miss Marple n'étaient pas à prendre à la légère. C'est une enfant, poursuivit-elle. Aux yeux de la loi, elle est peut-être majeure, mais au fond d'elle, elle est toujours quelqu'un qui recherche l'approbation comme une fleur se tourne vers le soleil. Elle ferait tout pour protéger Michael Brent. Ça, on le sait. Mais Miss Marple se tourna pour lui faire face. Avez-vous remarqué que la cuillère à café qu'elle lui avait présentée, celle qu'elle disait avoir trouvée dans le seau à charbon, n'avait pas été touchée par la poussière de charbon? Doyle cligna des yeux. Je ne peux pas dire que je l'ai remarquée. Elle était propre, inspectrice. Pas impeccable, mais certainement pas enterrée. Elle l'avait peut-être trouvée là, mais quelqu'un l'avait placée pour qu'elle la trouve. Quelqu'un qui savait qu'elle s'en voudrait. Quelqu'un qui avait besoin d'une distraction. Michael Brent. Le nom flottait entre eux comme une pendule. Il n'était pas rentré après l'emportement d'Emily. Il avait disparu sous la bruine et n'avait pas ouvert sa porte ce matin-là. Un agent avait été dépêché au cottage qu'il louait sur Latchmere, mais il n'était pas chez lui. Son vélo non plus. Le seul signe de sa présence était la pile de lettres non ouvertes sur la table de chevet et la disparition de son pardessus. « Il court », dit Doyle d'un ton sombre, ce qui le rend encore plus coupable. « Ou effrayé », dit Miss Marple. Effrayé que les propos d'Emily aient dépassé les bornes. Elle se leva et se dirigea vers l'étagère où Lavinia Eastwick avait rangé sa collection de carnets de voyage. Elle les avait remarqués non pas à cause du contenu, mais à cause de leur absence. Un emplacement était resté vide pendant le thé. Et maintenant, curieusement, il était rempli. Elle sortit le volume. Il était marqué Corse, 1936. À l'intérieur de la couverture se trouvait un brin de lavande pressé et un mot écrit d'une écriture délicate et bouclée. Pour la mémoire. Pour le deuil. Pour mai. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur ce nom. Mais, murmura-t-elle. Bien sûr. Qui aimait? Damien de Doyle. C'était la bande de Lavinia il y a bien des années. Une fille du village. Elle s'était attirée des ennuis avec un artiste de passage. Lavinia l'avait recueilli, l'avait aidé à garder l'enfant. Tout le monde pensait que c'était de la charité. Mais je me suis toujours posé la question. Sa voix s'interrompit, feuilletant le journal jusqu'à une page écornée. À l'intérieur, pliée avec une précision chirurgicale, se trouvait une feuille de papier fine. C'était la page manquante. Non pas du testament, mais de la lettre que Jennings avait décrite. Miss Marple lut en silence, les yeux plissés. Si quelque chose m'arrivait subitement ou intentionnellement, je demande que les personnes suivantes soient honorées d'un fonds fiduciaire scellé pour mon petit-fils, Michael Mayo, qui serait administré par Everett Jennings et mis en vigueur le jour de son 25e anniversaire. Le garçon ne doit jamais connaître la source.
Il suffit que j'aie fait ce que son père n'a pas pu faire. Michael Mayhew, pas Michael Brent. Doyle était déjà penché par-dessus son épaule. Seigneur, murmura-t-il. Miss Marple s'est retournée lentement. Elle savait. Lavinia le savait depuis le début, et elle avait espéré lui offrir un avenir, mais pas un héritage lié à la culpabilité ou à la cupidité. Alors pourquoi avait-elle refusé son aide? Elle ne l'a pas fait, dit Miss Marple. Elle le protégeait, refusant que sa réputation soit liée à la sienne. Mais lui, le pauvre garçon, avait mal compris. Il croyait d'avoir été rejeté, tout comme il pensait qu'Edmund et Geoffrey l'avaient manipulé pour qu'elle lui coupe les vivres. Et il le dit à Emily. Elle aurait fait n'importe quoi pour lui, même si cela signifiait glisser quelque chose dans une tasse de thé. Mais il ne voulait pas qu'elle tue Lavinia, dit lentement Doyle. Il voulait qu'elle lui fasse peur, qu'elle lui fasse honte, peut-être. Non, acquiesce comme Miss Marple. Mais quelqu'un d'autre était au courant pour la lettre. Quelqu'un d'autre risquait de tout perdre si jamais elle était envoyée. Le colonel. Ils étaient en mouvement. Doyle appelait Merton, donnant l'ordre de fouiller à nouveau le cottage de Brent, cette fois à la recherche de tout ce qui aurait pu être lié à la correspondance de Lavinia. Miss Marple, toujours calme, remit le journal sur l'étagère et reprit son tricot. Elle avait tout vu clairement maintenant. Le chemin depuis la confession tremblante d'Émilie jusqu'à la petite cuillère en argent trouvée trop facilement. La tentative de détourner les soupçons d'un homme qui ignorait être un fils vers une jeune fille trop innocente pour voir comment sa loyauté avait été manipulée. Car un meurtre, Miss Marple le savait, n'était jamais simple. C'était toujours un enchevêtrement de malentendus, de blessures laissées à l'abandon, de vérités si longtemps tacites qu'elles se calcifient en amertume. Et maintenant, tandis que la pluie s'allongeait et que la maison s'agitait à nouveau, la véritable forme du puzzle commençait à se révéler. Ils y étaient presque. Un secret de plus attendait derrière le sourire de porcelaine de la civilité. Un mensonge de plus, attendant d'être démêlé par une femme qui comprenait que dans les villages, comme dans les cœurs, rien ne disparaît jamais. Tout se cache. Les dernières voiles de brume matinale se levaient tandis que Miss Marple arpentait l'étroit chemin de gravier derrière Fernley Hall. D'un pas posé, les pensées tendues comme une source. L'air, chargé d'un parfum de pierre humide, se transforma en un tremblement de terre, un temps réfléchissant. Elle s'arrêta près de l'arche en fer forgé qui menait à la roseraie d'Eastwick. Les pétales, dressés par la bruine, s'affaient sous leur propre poids. Ce jardin avait toujours été une fierté pour Lavinia Eastwick. Miss Marple se souvint que la dame de Fernleg avait un jour déclaré que c'était le seul endroit au monde où elle ne se sentait pas entourée de gens attendant sa mort. Cela lui avait semblé morbide sur le moment, mais maintenant, debout devant des rangées de rosiers surannés, Miss Marple voyait les choses telles qu'elles étaient. Une forteresse féminine faite de fleurs et de silence. Derrière elle, des pas approchaient du chemin mouillé. Miss Marple, dit l'inspecteur Doyle d'une voix plus basse que d'habitude. Nous l'avons trouvée. Elle se retourna. Michael Brantor, ou plutôt Michael Mayhew, était à la gare de Mushilinsbrook. Il avait un billet aller-retour en poche. Il ne courait pas loin, il essayait juste de disparaître un instant. Avait-il avoué quelque chose? Il avoua avoir parlé durement à Lavinia lors de leur dernière rencontre. Il dit l'accuser de rancune et de snobisme. Il dit n'avoir jamais rien attendu d'elle, mais espérer une reconnaissance, peut-être une lettre de recommandation pour la banque. Elle refusa. Il part en colère. Miss Marple hocha la tête. Et ensuite, il dit avoir dit à Emily quelque chose de vague. Que Lavinia n'aidera jamais un homme comme lui. Qu'il était voué à l'échec sans influence. Il dit ne lui avoir jamais rien demandé, mais qu'elle a pris sur elle de régler la situation. Miss Marple report a son regard sur le jardin. Cela correspond à ce que nous soupçonnons. Elle est encore sous le choc, dit Doyle. Le médecin est venu. Sédatif et surveillance pour l'instant. E.T. le Colonel Eastwick, Doyle Sarah Last Dance. Il est dans son bureau. J'aimerais le faire venir,
mais nous n'avons toujours pas de preuves. Oh, mais si, dit doucement Miss Marple. Nous l'avons toujours eu. Nous ne l'avons simplement pas vu clairement, car nous pensions que c'était Lavinia qui orchestrait la maison. En vérité, Geoffrey a fait bien plus dans l'ombre que n'importe quel mari en deuil ne devrait le faire. Elle se remit à marcher, et Doyle la suivit. La lettre manquante, dit-elle, a été lue par quelqu'un. Ni brûlée, ni détruite. Cachée. Non pas parce qu'il ne voulait pas que les volontés de Lavinia soient connues, mais parce qu'il craignait ce qu'elle révélerait. Le nom de Michael. Son origine. Le colonel Eastwick. Il l'aurait su, dit Miss Marple. Il n'est pas difficile de se souvenir d'un scandale villageois, surtout lorsqu'il s'agissait d'une servante recueillie par sa propre femme. Et le colonel Eastwick était toujours un homme fier. Trop fier pour permettre à un enfant qui n'était pas de son sang de recevoir la fortune qu'il considérait comme légitime. Alors, il a intercepté la lettre. Il a fait plus que ça, dit Miss Marple. Il a pris le service à cuillère en argent de Lavinia et en a enduit une de poison. Pas quelque chose de voyant, juste une fine couche sur la courbe intérieure du bol. Un poison qui se mélangeait silencieusement au thé chaud, délivré uniquement au premier utilisateur. Doyle émet un léger sifflement. Vous pensez qu'il a échangé les cuillères pendant le thé? Non, dit-elle. Il a placé la cuillère contaminée sur le plateau à l'avance, sachant que Lavinia utiliserait la pince pour prendre son propre sucre. Mais le sucre peut être une habitude. Elle a utilisé la cuillère ce jour-là. Je l'ai vue. C'était la seule fois où elle a remué sa tasse elle-même, et ce détail m'est resté. Pourquoi a-t-elle fait ça? Elle était distraite. Émilie avait laissé tomber sa serviette près de la chaise de Lavinia. Tu te souviens? Je l'avais remarqué. Lavinia s'était penchée pour l'aider, et lorsqu'elle était retournée à sa tasse, elle avait utilisé la cuillère à côté d'elle au lieu des pinces sur le plateau. Le colonel Eastwick avait donc tout planifié? Exactement, dit Miss Marple. Et lorsque le poison commence à faire effet, il réagit avec une panique sincère, car les accidents ne peuvent pas être chronométrés avec précision. Elle aurait pu s'effondrer raide morte dans le salon, ou dans le couloir, ou même devant les invités. Il espérait simplement que tout cela lui paraîtrait soudain, naturel. Il n'avait pas compté sur l'agitation autour de la tasse en porcelaine, ni sur les aveux d'Émilie, ajouta Doyle, ce qui joua en sa faveur, temporairement. La culpabilité d'Émilie offrit l'écran de fumée parfait. Ils atteignirent le fond du jardin, où un banc en fer forgé surplombait les haies. Miss Marple s'assit, les mains jointes soigneusement. « Il y a encore une chose, dit-elle. Un petit bouton en argent. » Doyle haussa un sourcil. « Je l'ai trouvé dans le seau à charbon, expliqua-t-elle. Ce n'était pas une partie de la robe d'Émilie. Pas la sienne du tout. Elle était assortie au gilet du colonel, celui-là même qu'il portait pendant le thé. Il avait dû la laisser tomber en jetant la cuillère empoisonnée, la dissimulant avec le charbon jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée plus tard. Et il n'en avait pas eu l'occasion. Non, parce qu'Émilie l'avait trouvée la première, et le plan avait changé. Doyle se redressa. Cela suffirait peut-être. Entre la lettre, le bouton, la cuillère et son mobile, le regard de Miss Marple se porte sur la maison. Geoffrey Eastwick n'avait pas tué sa femme par rage, dit-elle doucement. Il l'avait fait parce que Lavinia avait commencé à bouleverser son monde. Elle démolissait le testament de son père, ses intentions, sa tentative silencieuse de réécrire son héritage, pour laisser faire legs non pas au sang, mais à la justice. Doyle hocha la tête. « Je vais l'appeler. » Il se retourna, et Miss Marple resta assise un moment de plus, écoutant la faible pluie ruisseler des branches au-dessus de sa tête. À Fernley Hall, les pièces s'animèrent à nouveau, l'horloge tic-tac dans le couloir, le grincement de la rampe d'escalier, la voix douce d'Hélène parlant au médecin. Tout sembla reprendre, lentement, le rythme de la vie ordinaire. Mais pas tout à fait. Plus tard dans la journée, tandis que le colonel était escorté hors de chez lui et installé dans la voiture du gendarme, les villageois se tenaient à leur porte et observaient, non pas avec stupeur, car rien ne choque véritablement un village, mais avec une sorte de curiosité résignée.
Le puissant est tombé. Et une fois de plus, cela se produisit dans un salon, autour d'une tasse de thé. Miss Marple, de retour à son cottage de High Street, déposa son tricot dans le panier et se tourna vers l'hôte. À côté de sa chaise se trouvait une tasse en porcelaine, délicate et pâle, peinte en bleu point. Elle le souleva, prit une gorgée pensive et se murmura. Après tout, la nature humaine est très semblable au thé. Sa véritable saveur ne se révèle que lorsqu'on la verse dans l'eau chaude. Dehors, la pluie avait cessé. Et à l'intérieur, l'observateur le plus discret du village avait trouvé la dernière pièce du puzzle, exactement là où personne n'avait pensé à chercher. Fernley Gaul, malgré sa grandeur et son charme sombre, avait rarement semblé aussi creux. Le lendemain de l'arrestation du colonel Geoffrey Eastwick, le manoir était étrangement silencieux. Ses couloirs résonnants, autrefois emplis du léger tintement des tasses de thé et du bruissement des meilleures intentions de la société, résonnaient maintenant comme une scène abandonnée en plein spectacle. Le personnel s'avançait avec précaution, comme s'il hésitait à troubler les esprits qui subsistent encore dans les pièces. Dans le salon, Miss Marple était assise près de l'âtre, un châle à moitié terminé posé sur ses genoux et ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement en se déplaçant. Ses mains étaient fermées, mais ses yeux n'étaient pas fixés sur la laine. Elle écoutait. Elle réfléchissait. Il restait une chose qu'elle n'avait pas encore faite. Une dernière épreuve, non pas pour la loi, mais pour l'âme. Il ne suffisait pas qu'un crime soit résolu, du moins aux yeux de Miss Marple. La justice, la vraie justice, exigeait la compréhension, non seulement de ce qui avait été fait, mais aussi de la raison. Et pour y parvenir, il fallait parfois retourner sur les lieux, non pas du crime, mais de son déroulement. Elle attendit donc, et effectivement, juste avant midi, Edmund Eastwick entra dans la pièce. Il paraissait las, mais pas vaincu. Un homme qui avait porté trop de regrets pendant trop longtemps et qui se retrouvait maintenant avec les fragments fragiles d'une vie dont il n'avait jamais vraiment voulu hériter. « J'espère que je ne vous dérange pas, Miss Marple, » dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. « Pas du tout, » répondit-elle en désignant le fauteuil en face d'elle. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Il s'exécuta, lentement, les mains jointes, la tête légèrement inclinée. « On dit que vous avez tout vu, » dit-il doucement, « que vous saviez ce que personne d'autre ne pouvait voir. » Miss Marple esquissa un sourire doux et ambigu. « On n'a pas toujours besoin d'une loupe, monsieur Eastwick. Parfois, ce sont les silences qui parlent le plus. » Edmund hocha la tête en regardant la cheminée. « Je suppose que je devrais me sentir justifié. Que le vieux tyran soit parti et que la maison ne lui appartienne plus. Mais ce n'est pas le cas. Non, dit doucement Miss Marple. Je ne m'y attendais pas. Il resta silencieux un instant. Mon père n'était jamais cruel à l'état pur. Mais son mépris était total. Il pouvait vous rendre invisible d'un simple haussement de sourcils. Ma mère n'était guère mieux, même si son mépris était parfumé. Miss Marple hocha la tête. C'est très dur d'être l'enfant de gens qui vous voient comme une déception. Edmund la regarda. Pensez-vous que c'est pour ça qu'il a fait ça? Je pense, dit-elle doucement, qu'il l'a fait parce que le monde qu'il avait construit commençait à lui filer entre les doigts. Votre mère a modifié son testament, non pas par désir de vengeance, mais pour corriger quelque chose qu'elle avait longtemps ignoré. Cela l'effrayait plus que la mort. Edmund déglutit difficilement. Et Michael? Michael ne le sut jamais, pas avant qu'il ne soit trop tard. Lavinia voulait que la vérité éclate discrètement, avec dignité. Mais quand on la réprime, Monsieur Eastwick, elle a tendance à éclater de la manière la plus ingérable. Il ferma brièvement les yeux. Et Émilie? Elle s'en remettra, dit Miss Marple, avec le temps et la gentillesse. Et j'imagine qu'elle ne confondra plus jamais loyauté et amour. Ils restèrent assis en silence un moment, le seul bruit étant le léger tic-tac de l'horloge sur la cheminée et le souffle occasionnel du vent derrière les fenêtres. Puis, presque comme appelé, le majordome, Monsieur Crowthorne, apparut dans l'embrasure de la porte. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir, Miss Marple. Dites-moi que vous avez envoyé un mot. »« Merci, Crowthorne. »
Veuillez le faire entrer. Un instant plus tard, Michael Brantor, ou plutôt Michael Mayhew, entra dans la pièce. Ses cheveux étaient humides de pluie, et son expression portait le poids d'une centaine de questions non posées. Miss Marple fait un geste vers la troisième chaise. « S'il vous plaît, Monsieur Mayhew, asseyez-vous. » Il hésite, puis obéit. Pendant un instant, tous trois restèrent assis dans un triangle de vérités non dites. Miss Marple fouilla dans son sac à tricot et en sortit une feuille pliée. « Votre grand-mère a écrit ceci, » dit-elle à Michael, « mais cela n'est jamais parvenu à son notaire. Cela vous désigne comme l'héritier d'une modeste fiducie, rien d'extravagant, mais suffisant pour commencer une nouvelle vie. Elle a demandé à ce que vous ne sachiez jamais d'où cela venait. Mais je pense que vous avez gagné le droit de savoir. » Michael prit le papier d'une main tremblante. Il ne le déplie pas. Il le tint simplement, comme pour prouver qu'il était réel. « Je n'ai jamais rien voulu d'elle, dit-il. Ni argent, ni pitié. Je voulais juste être vu. »« Elle vous a vu, » dit Miss Marple. Elle ne savait tout simplement pas comment vous le dire. Il leva les yeux brillants. « Et maintenant, elle est morte à cause de moi. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, Monsieur Mayhew. Elle est morte parce que quelqu'un a craint de découvrir qui tu étais vraiment. Pas à cause de qui tu es. » Michael retourne le papier dans ses mains, le dépliant enfin pour lire les lignes soigneusement tracées. En face de lui, Edmund observait en silence, puis se leva. « Tu auras besoin de quelqu'un pour gérer le trust, » dit-il. « Jennings peut s'occuper des aspects juridiques, mais si jamais tu as besoin de conseils, je ne vais nulle part. » Michael le regarda. « Pourquoi m'aiderais-tu » Edmund esquissa un léger sourire. « Parce que je sais ce que l'on ressent quand on grandit en croyant qu'on n'était pas censé être là. » Michael hocha lentement la tête. Pour la première fois, son visage s'adoucit. Miss Marple se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, laissant de l'espace aux hommes. Dehors, les derniers nuages commençaient à se dissiper, laissant des raies de lumière percer la pelouse. La roseraie scintillait de rosée, et l'air sentait vaguement le cèdre et le lilas. Elle n'écoutait pas leurs paroles, mais le silence qui les suivait. C'était un silence différent maintenant. Non pas le silence des secrets enfouis ou de l'amour caché, mais celui qui survient après que l'aiguille eut traversé la dernière maille. Un silence d'achèvement. Miss Marple se retourna juste au moment où Michael se leva et tendit la main à Edmund. Et là, dans ce geste, se trouvait la rédemption que Lavinia Eastwick n'avait jamais osé demander. Elle ne venait ni de l'argent, ni du nom, ni de la vengeance, mais de la compréhension. Et Miss Marple, silencieusement satisfaite, reprit son châle et se remit à tricoter. Le motif, enfin, s'était révélé. Le printemps s'installe doucement à Monkswell St. Marie dans la semaine qui suit l'arrestation du colonel Eastwick. Il n'arriva pas avec des fanfares triomphales ni des fleurs criardes, mais dans la dignité tranquille des brises chaudes et le retour régulier du chant des oiseaux dans les haies. La vie au village avait cette façon de se réparer après une tragédie, maille après maille, comme un cardigan raccommodé au coude mais toujours aimé. Fernley Gaol, longtemps siège de l'importance personnelle d'une famille, était transformé mais intact. Les grandes fenêtres étaient désormais ouvertes pendant la journée, laissant la lumière du soleil pénétrer dans des pièces autrefois occultées. Enid Cromwell avait pris les rênes temporairement, même si la tâche lui pesait lourdement. Elle se cantonnait aux pièces les plus petites et laissait Hélène superviser la cuisine, un aménagement qui leur convenait à toutes deux. Edmund Eastwick resta quelque temps au manoir, non pas en maître du domaine, mais en intendant de la transition. Il avait entrepris de longues promenades matinales dans le verger, et le dimanche, on le voyait sur le banc du fond de l'église Saint-Luc, assis non par obligation, mais pour méditer tranquillement. Quant à Michael Mayhew, il ne retourna pas à la banque. Il logea au-dessus de l'épicerie, s'inscrivit à des cours de comptabilité du soir à Munich et Linnsbruck et commença à travailler bénévolement, discrètement, à la salle de lecture du village. Là, au milieu des livres écornés et des tapis trop parfumés, il trouva un but et une paix quasi absolue.
Emily Ridley avait passé 2 semaines au cottage de sa tante, au bord de la mer, où l'air était chargé d'iode et de pardon. À son retour, elle traversa lentement le village, le regard plus fixe, les cheveux moins coiffés. Elle ne parlait pas souvent de ce qui s'était passé, mais elle écrivit une lettre d'excuse à Miss Marple et une autre à Edmund Eastwick. Elles reçurent toutes deux une réponse bienveillante. Aucune accusation formelle ne fut portée contre elles. Et les villageois, sentant peut-être que le chagrin est sa propre punition, parlaient d'elle à voix basse, sans cruauté. L'inspecteur Doyle revint à Mush Illingsbrook avec sa rudesse habituelle, bien qu'il ait laissé un modeste cadeau au cottage de Miss Marple, une paire d'aiguilles à tricoter neuves en acier, enveloppées dans du papier craft avec un mot qui disait simplement « pour le détective le plus perspicace que je connaisse ». Miss Marple sourit en l'ouvrant. C'était en début d'après-midi qu'elle reçoit son dernier visiteur lié à cette affaire. Enid Cromwell frappa doucement à la porte du cottage, tenant une petite boîte en bois. « J'espère ne pas être indiscrète, dit-elle. »« Pas le moins du monde, » répondit Miss Marple en la faisant entrer. Elles s'assirent près de la fenêtre, où la lumière éclairait les rideaux de dentelle et où l'odeur chaude du pain chaud s'échappait du four. Enid posa la boîte sur la table et l'ouvrit. « Je l'ai trouvée en fouillant dans les tiroirs de Lavinia, » dit-elle. Elle ne l'a jamais portée, mais elle l'a gardée toutes ces années. À l'intérieur se trouvait un hochet en argent pour enfants, légèrement terni, avec la légère gravure du Momet. Miss Marple tendit la main et toucha le métal froid. Elle l'a gardé, dit Enid, même après tous ses sermons sur les convenances et le scandale. Elle l'a gardé. Elle n'était peut-être pas chaleureuse, dit Miss Marple, mais elle connaissait ses péchés. Et elle essaya, à sa manière, d'en répondre. Enid referma la boîte. Je suppose que nous le faisons tous. Avec le temps. Après son départ, Miss Marple resta un moment à table, le hochet posé près de sa tasse. Dehors, les enfants quittent l'école. Leur rire flottait dans l'allée comme des confettis dans la brise. Miss Marple prit sa théière et se versa une nouvelle tasse de Darjeeling. La vapeur montait en volutes délicates, chargée d'un parfum de bergamote et de souvenirs. Elle pensa à Lavinia, la vive et fragile Lavinia qui avait dirigé Fernley Gaol avec une peur déguisée en formalité. Elle pensa à Geoffrey Eastwick, détruit non par l'amour ou la haine, mais par l'orgueil. Elle pensa à Michael et Emily, à Edmund et Enid, et aux innombrables non-dits entre ceux qui partageaient le même toit, mais pas la vérité. Le meurtre, songea Miss Marple, ne naissait pas toujours de la rage. Le plus souvent, c'était le dernier acte d'une pièce silencieuse de malentendus et de trahison. Il survenait lorsque les gens laissaient de vieilles blessures s'envenimer, lorsqu'ils prenaient le silence pour la force et l'orgueil pour la dignité. Et dans les villages où chaque sourire a une histoire, et chaque cache un murmure, le meurtre, lorsqu'il survient, ne se résume jamais à un instant précis. Il s'agit de tout ce qui a précédé. Elle remuait lentement son thé, non pas avec une cuillère en argent, mais avec le manche de sa cuillère à café, regardant le tourbillon s'immobiliser. La justice avait été rendue. Pas proprement, pas facilement, et non sans chagrin, mais rendue néanmoins. Elle reprit son tricot, les aiguilles claquant doucement tandis que le châle reprenait sa forme. Dehors, le vent faisait tourner les pages du journal laissé sur le banc du jardin. Le titre, à moitié visible, disait « L'affaire Fernley est terminée ». Mais Miss Marple savait que les histoires derrière les gros titres ne s'arrêtaient jamais vraiment. Elles subsistent dans les regards échangés chez le primeur, dans la façon discrète dont on traverse le chemin pour éviter le souvenir d'autrui, dans la façon dont une cuillère à café en argent est désormais rangée dans un tiroir au lieu d'un plateau. Elles subsistent dans le silence qui suivait une question que personne n'osait poser, et dans le cœur de ceux qui avaient appris trop tard ou juste à temps que la vérité n'est pas toujours douce, mais qu'elle est toujours nécessaire. Elle posa son tricot, prit une gorgée de thé et contempla par la fenêtre le monde qu'elle connaissait si bien. Et quelque part au loin, la cloche de l'église sonna. Une autre heure passa, une autre affaire classée. Et Miss Marple,
douce comme toujours, regarda le village respirer à nouveau, avec des secrets un peu plus légers et des yeux un peu plus sages.